Si tu crois que les frontières africaines sont naturelles, alors la colonisation a réussi. Mais pas seulement sur la terre, dans ton esprit. Cette phrase n'est pas une simple provocation, c'est un diagnostic. Un diagnostic d'une maladie mentale collective que nous portons sans même en connaître les symptômes. Aujourd'hui, l'Afrique est officiellement découpée en 54 pays, 54 drapeaux, 54 hymnes, 54 administrations. Mais pose-toi ces questions, non pas en tant qu'étudiant, mais en tant qu'héritier d'une histoire violente et réécrite. Qui a réellement tracé ces lignes sur la carte? Des hommes en costume, dans des palais européens, à des milliers de kilomètres de nos terres, qui n'avaient jamais senti notre air, compris nos langues ou respecté nos ancêtres. Et surtout, pourquoi près de 70 ans après les indépendances, continuons-nous à défendre ces frontières avec une ferveur nationaliste, comme si elles étaient sacrées, éternelles et légitimes? Pourquoi un Ghanéen et un Togolais se perçoivent-ils comme des étrangers, alors que leurs grands-parents parlaient la même langue, célébraient les mêmes dieux et commerçaient librement? Dans cette analyse profonde, nous allons démontrer une thèse essentielle et souvent refoulée. Les frontières africaines ne sont pas simplement la preuve géographique de notre colonisation territoriale passée, elles sont l'instrument actif et quotidien de notre colonisation mentale persistante. Elles ont façonné notre façon de nous identifier, de penser l'économie, de concevoir la politique et même de rêver notre avenir. Elles ont internalisé la division. Et tant que nous n'aurons pas le courage de déconstruire ce cadre imposé, de questionner cette carte gravée dans nos manuels scolaires et nos esprits, aucun développement réel, authentique et endogène ne sera possible. Nous continuerons à construire sur du sable mouvant, avec des plans conçus pour l'échec. Partie 1. Les frontières. Une création coloniale, pas africaine. Avant le couperet colonial, l'Afrique n'était ni une terra nullius, terre sans maître, ni un chaos anarchique. C'était un continent dynamique, organisé selon des logiques complexes et parfaitement adapté à ses réalités. Il fonctionnait selon des systèmes politiques et sociaux sophistiqués. Des aires culturelles et civilisationnelles. Le monde mandé, Mali, Ghana ancien, l'espace bantou, la civilisation swahili, les royaumes Akan, l'univers Peul. Ces espaces étaient unis par des langues, des cosmogonies, des systèmes de valeurs et des pratiques sociales communes. Des empires et royaumes puissants et structurés. L'empire du Mali de Sondiapa Keïta et de Mansa Moussa, l'empire Songhai, le royaume du Congo, le royaume du Bénin, le Monomotapa, le sultanat de Sokoto. Leurs frontières étaient des zones d'influence, des marches, souvent fluides. Des réseaux commerciaux transcontinentaux denses, les routes de l'or et du sel au Sahel, les routes caravanières transsahariennes reliant Tombouctou à la Méditerranée, les réseaux d'échange du commerce triangulaire au sud, les réseaux swahili sur la côte est. L'économie était intégrée régionalement. Des alliances fluides et des systèmes de suzeraineté. Les relations entre entités politiques étaient basées sur le tribut, la loyauté, le mariage, la protection, et non sur une souveraineté absolue et exclusive sur un tracé linéaire. Les limites étaient donc organiques, mouvantes et basées sur des réalités vivantes. La langue et la culture. On appartenait d'abord à un groupe linguistique et culturel. L'économie et les échanges. Les circuits commerciaux définissaient les zones d'interaction. Les liens sociaux et claniques. La parenté et les alliances tissaient la toile des relations politiques. La géographie sacrée et historique. Les rivières, les montagnes, les forêts sacrées avaient un sens, mais pas comme des barrières infranchissables. Puis vint la conférence de Berlin, 1884-1885, le grand partage. Imagine la scène. Des puissances européennes, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, Portugal, etc., se réunissent autour d'une table, sans un seul représentant africain. Aucune consultation, aucune compréhension des peuples, des cultures, des équilibres séculaires. Leur objectif, éviter une guerre entre eux sur le sol africain, et se partager méthodiquement le gâteau. L'Afrique est découpée à la règle et au compas, comme une simple carte de propriété privée, selon des logiques de rivalité européenne, équilibre des puissances, ressources convoitées, accès aux mines, aux ports, aux terres, géométrie pure, les fameuses frontières rectilignes, comme celles entre l'Égypte et le Soudan, ou dans le Sahara. Le résultat fut une catastrophe anthropologique et politique. Ethnies et familles séparées artificiellement, les Ewe coupés entre Ghana et Togo, les Somalis éparpillés entre Somalie, Éthiopie, Kenya et Djibouti, les Baoulés entre Côte d'Ivoire et Ghana, les Mandingues entre une dizaine de pays. Peuples aux histoires conflictuelles ou sans affinité, forcés de cohabiter. La création de la Nigeria a regroupé de force des centaines d'ethnies, Haoussas, Fulani, Yoruba, Ibo, dans un état artificiel semant les graines de futures guerres civiles. Territoire économiquement incohérent, des pays enclavés sans accès à la mer, des frontières qui coupent des routes commerciales historiques, des bassins fluviaux partagés par plusieurs mètres, créant des dépendances et des conflits. Mais le plus grave n'est pas ce découpage criminel de 1885. Les blessures physiques peuvent, avec le temps, guérir. Le plus grave, le crime durable, c'est que nous, Africains, avons internalisé, légitimé et intégré mentalement ce découpage. Nous l'avons adopté comme la seule réalité possible. C'est là que commence la colonisation de l'esprit. Partie 2. Comment ces frontières façonnent notre colonisation mentale aujourd'hui? La colonisation physique a pris fin, en apparence,
Mais l'outil frontalier, lui, est resté et a accompli son œuvre la plus pernicieuse, formater notre conscience collective. 1. Nous pensons en cadres coloniaux. L'identité administrative a remplacé l'identité civilisationnelle. Aujourd'hui, demandez à un jeune Africain « Qui es-tu » Il répondra presque invariablement « Je suis Camerounais, je suis Ivoirien, je suis Congolais ». Ces identités sont récentes, administratives et héritées de la carte coloniale. Elles sont devenues nos identités primaires, effaçant des identités plus anciennes, plus profondes, plus riches. On déclare rarement avec fierté « Je suis Bantou, héritier des royaumes des Grands Lacs. Je suis Mandé, descendant de l'Empire du Mali. Je suis Peul, membre d'une civilisation nomade transfrontalière. Je suis Akan, porteur de la culture de l'or et du symbole du Sankofa. » Nous avons effectué un transfert d'allégeance inconscient. Nous sommes passés d'une identité civilisationnelle, basée sur la culture, la langue, l'histoire, à une identité administrative coloniale, basée sur un passeport, des frontières et une bureaucratie d'État. C'est la colonisation mentale à l'état pur, l'adoption et la défense de la catégorie créée par ton oppresseur pour te gérer. 2. Les frontières créent une mentalité de séparation et d'hostilité artificielle. Les frontières coloniales n'ont pas seulement divisé la terre, elles ont divisé les esprits. Elles ont transformé le voisin en étranger, le cousin en immigrant clandestin. Considérez ces absurdités devenues normales. Un Africain doit parfois obtenir un visa coûteux et humiliant pour se rendre dans le pays voisin où vivent ses propres frères, alors qu'un Européen y entre plus facilement. Il est plus cher et plus compliqué pour un entrepreneur ivoirien d'exporter ses produits au Ghana voisin que de les exporter vers la France, en raison de barrières tarifaires et administratives héritées de logiques coloniales concurrentes, zone franc vers zone sterling. Au poste frontière, les citoyens africains subissent humiliation, corruption et tracasserie de la part de leurs propres frères en uniforme, perpétuant une culture de la méfiance et de la petitesse. Et le pire, nous trouvons cela normal, voire nous le défendons. Nous brandissons le drapeau de la souveraineté nationale pour justifier une fermeture qui nous appauvrit tous. Nous défendons farouchement des frontières qui ont été conçues dans le bureau d'un colon, précisément pour nous affaiblir en nous divisant. C'est le syndrome de Stockholm géopolitique. 3. Nous avons hérité de l'État colonial sans le questionner, la perpétuation de la structure de domination. Les États africains contemporains ne sont pas des créations africaines, ce sont les enfants légitimes de l'administration coloniale. Lors des indépendances, nous avons hérité d'un modèle d'État. Ultra centralisé, tout part et revient à la capitale, comme dans la métropole coloniale, autoritaire et bureaucratique, conçu pour contrôler et extraire, non pour servir et émanciper, déconnecté des réalités et légitimités locales, méprisant les autorités traditionnelles, les systèmes juridiques coutumiers, tourné vers l'extérieur, l'économie organisée pour exporter des matières premières vers l'ancienne métropole. Pourquoi perpétuons-nous ce modèle inefficace et aliénant ? Parce que notre imagination politique a été colonisée. Nous croyons que l'État-nation à l'européenne, avec ses frontières rigides, est l'unique aboutissement de l'histoire, la forme adulte de la politique. Tant que nous penserons l'État, la souveraineté et la gouvernance avec une logique importée et inadaptée, nous reproduirons la colonisation sans colonisateur visible. Nous serons nos propres geôliers. Partie 3. La preuve ultime de l'aliénation. Nous défendons ce qui nous a dominés. L'indice le plus flagrant d'une colonisation mentale réussie est l'adoption des valeurs et des structures de l'oppresseur comme si elles étaient les siennes propres. Observez. Dès qu'un intellectuel, un panafricaniste ou un simple citoyen ose remettre en question la sacro-sainte intangibilité des frontières coloniales, que se passe-t-il? On l'accuse immédiatement. D'utopisme naïf, c'est le monde réel, il faut être réaliste. De dangerosité, tu vas provoquer des guerres et le chaos. De trahison nationale, tu veux vendre notre pays. Réfléchissons à cette réaction. Pourquoi une simple question intellectuelle et historique provoque-t-elle une telle charge émotionnelle et une telle répression intellectuelle? Parce que l'idée de souveraineté territoriale coloniale est devenue un dogme sacré. Nous vénérons le principe de l'intégrité territoriale de ces entités artificielles comme le premier commandement de la vie politique. La carte coloniale est devenue intouchable dans notre imaginaire. Elle n'est plus perçue comme une création historique récente et arbitraire, mais comme une donnée naturelle et éternelle, comme les montagnes ou les fleuves. La division est devenue la norme, l'unité est devenue l'exception suspecte. Nous considérons comme normal d'être séparés en 54 pays concurrents et comme anormal ou rêveur d'envisager une intégration plus poussée. Voici la règle simple. Un peuple mentalement décolonisé est capable de questionner radicalement toutes ses structures héritées, même celles qui semblent stables. Un peuple encore colonisé les défend avec une ferveur religieuse, confondant la prison avec la maison. Partie 4. Les voies concrètes pour se décoloniser mentalement des frontières. Attention, décoloniser mentalement ne signifie pas appeler à l'effacement physique des pays du jour au lendemain. Ce serait irresponsable et provocateur. Les États actuels sont des réalités juridiques et administratives avec lesquelles il faut composer. Cela signifie plutôt changer notre rapport à ces frontières, les dépouiller de leur sacralité et les subordonner à des projets africains plus grands. 1. Repenser l'identité, du nationalisme étroit au patriotisme civilisationnel. Il s'agit d'opérer un double mouvement. Descendre,
retrouver la fierté et la connaissance de nos identités culturelles, linguistiques et historiques précoloniales, être Yoruba, Kikuyu, Amazigh, etc. Monter, construire une loyauté supranationale forte envers l'espace civilisationnel africain dans son ensemble. Passer de « mon pays colonial contre le tien » à « notre espace civilisationnel commun » dont nos pays ne sont que des provinces administratives provisoires. Imagine un patriotisme tourné vers l'Afrique comme projet, pas vers le Burkina Faso ou l'Angola comme fin en soi. 2. Penser et construire en bloc culturel et économique intégré. La décolonisation mentale doit s'incarner dans des projets concrets qui ignorent volontairement les frontières. Des régions intégrées fonctionnelles, renforcer non pas l'UA abstraite, mais des communautés sous-régionales vraiment intégrées, CEDEAO, SADC, EAC, en faisant sauter les barrières physiques, corridors routiers/ferroviaires, tarifaires et politiques. Un marché continental réel, faire de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, une réalité vécue par les petits commerçants, pas un accord de bureaucrates. Des infrastructures panafricaines de liaison. Des lignes de TGV qui relient Abidjan à Lagos, un réseau électrique interconnecté du Caire au Caire, une autoroute de l'information numérique africaine. Penser les infrastructures non pour desservir la capitale vers la mer, logique coloniale d'extraction, mais pour relier les Africains entre eux. 3. Former une nouvelle génération de bâtisseurs aux mentalités décolonisées. L'éducation est le champ de bataille. Il faut réformer les programmes d'histoire, enseigner massivement l'histoire précoloniale, les grands empires, les systèmes politiques et économiques africains. Enseigner l'histoire crue de la conférence de Berlin et de ses conséquences. Développer une pensée stratégique africaine. Former des ingénieurs, des économistes, des urbanistes qui voient l'Afrique comme un seul système à optimiser, pas 54 petits marchés à protéger. Inculquer cette philosophie pragmatique, comprendre que les frontières sont des outils administratifs, pas des dogmes identitaires. Que l'Union africaine n'est pas une émotion poétique, mais une stratégie de survie et de prospérité dans un monde de blocs. Que l'Afrique doit se penser, se planifier et se construire comme un système interconnecté, pas comme une collection de fragments rivaux. Conclusion. La carte doit sortir de nos têtes avant de disparaître de la Terre. Tant que la carte coloniale restera gravée dans nos esprits comme l'ordre naturel des choses, l'Afrique restera une prisonnière, même sans gardiens coloniaux visibles aux portes. La vraie libération de l'Afrique, la seconde et ultime indépendance, ne commencera pas par un nouveau traité frontalier. Elle ne se jouera pas sur une ligne de démarcation dans le sable. Elle commence dans le silence de nos consciences, lorsque nous osons regarder la carte et dire « Cette ligne n'a pas de sens, cette division n'est pas mienne. Mon appartenance est plus vaste, plus ancienne et plus ambitieuse que ce carcan de papier. » C'est un travail de déprogrammation mentale quotidien. C'est choisir de voir un frère avant de voir un étranger. C'est préférer l'intégration profitable à la souveraineté stérile. C'est construire des ponts là où on nous a appris à ériger des barrières. Leçon clé, règle d'or. La colonisation mentale, à son stade ultime, c'est défendre avec passion, comme étant naturel, sacré et intangible, ce qui a été froidement conçu dans un bureau étranger, dans le seul but de te diviser, te contrôler et t'affaiblir. Reconnais ce mécanisme en toi et brise-le. Cette semaine, ton défi de décolonisation mentale. Apprends. Choisis un grand empire ou royaume africain précolonial, Mali, Songhai, Bénin, Congo, Monomotapa, etc. et plonge-toi dans son histoire, son organisation, son étendue. Compare cette étendue aux frontières actuelles. Identifie. Sur une carte des groupes ethnoculturels, identifie une aire culturelle majeure, ex le monde mandé, l'ère bantou, et note dans combien de pays actuels elle s'étend. Prends conscience du découpage. Analyse. Dans ta vie quotidienne, note une situation où une frontière africaine te crée une difficulté, une dépense ou une frustration absurde. Puis demande-toi, cette frontière, qui l'a tracée? Dans quel intérêt? Mon intérêt est-il de la renforcer ou de la rendre plus poreuse? La décolonisation est un acte de courage intellectuel. Osons l'assumer. Abonne-toi à Africain Motivé si tu crois que l'Afrique doit être pensée par elle-même, pour elle-même et construite par une génération de bâtisseurs aux esprits libérés. La route est longue, mais la première étape est de redessiner la carte, dans ta tête.